Elisa Lewis, Romain Slitine, bonsoir. Merci d'avoir accepté la double invitation de la Fondation Jean Jaurès, que je représente ce soir, et de Slate.fr. Vous développez et accompagnez les innovations démocratiques au sein du collectif Démocratie Ouverte, et vous revenez d'un périple. Vous avez quand même trouvé le temps d'écrire le livre. Enfin, vous avez fait un petit tour du monde de à peu près 2 ans. Est-il mentionné sur la 4e de couverture. Vous avez repéré à peu près 80 initiatives. Donc, initiative pour quoi faire? Tout simplement pour rénover la démocratie, puisque c'est bien ça dont il s'agit. Ça s'appelle le coup d'État citoyen. Ces initiatives qui réinventent la démocratie, c'est à la découverte. Ma première question porte sur le contexte dans lequel a été écrit ce livre. Comment est-ce que vous analysez cette crise de la démocratie? Quels en sont, selon vous, les traits principaux? Vous parlez dans le livre de la fin de l'évidence démocratique. On part finalement pour écrire ce livre des constats qu'aujourd'hui à peu près tout le monde fait, à savoir qu'on est dans un système qui arrive à bout de souffle. Les grands mécanismes qui jusqu'à présent faisaient fonctionner notre démocratie sont en train de vaciller, voire de se fissurer. On pense évidemment à l'élection qui est au cœur de notre système représentatif électif et qui est de plus en plus un mécanisme qui est boudé par les citoyens. On se rappelle qu'aux dernières élections, un Français sur 2 ne s'est pas rendu aux urnes. On pense aussi évidemment à la crise des partis qui ont finalement le monopole de la vie politique, dans la désignation des candidats, la construction des programmes, et qui pourtant connaissent une forme d'hémorragie qui semble pas prête de s'arrêter. Et puis évidemment cette question de la confiance qui a été postulée comme le ciment de notre système politique, la confiance entre représentants et représentés. Et donc on est parti de ces constats-là pour se dire finalement comment, une fois qu'on a dit ça, puisqu'on est tous à peu près d'accord pour se le dire, comment on fait pour construire le régime politique de demain sans passer par la case d'un régime autoritaire ou d'un gouvernement des experts. Et c'est ça, en fait, qui a motivé l'écriture de ce livre. On s'est demandé, est-ce qu'on peut sortir de ce fameux débat permanent politicien droite-gauche, qui est souvent un peu caricatural. Et donc, on a voulu vraiment voir en France et dans le monde ce qui se fait d'innovant et d'efficace pour remettre le citoyen au cœur du système de notre démocratie. Du coup, le livre est, je tiens à le dire, vraiment passionnant, c'est foisonnant. Il y a des exemples de rénovation de partis politiques, en tout cas de partis politiques qui ont entrepris de rénover les modes de participation politique, Podemos, etc. Il y a des exemples, évidemment, on va y revenir tout à l'heure dans les territoires. Il y a des exemples d'États qui ont entrepris de rénover leur constitution via des processus mixtes ou des commissions et assemblées citoyennes. Donc il y a vraiment un tour d'horizon, effectivement, qui est extrêmement riche. On pourrait en faire le tour et on n'a évidemment pas le temps. Est-ce qu'il y a des facteurs, est-ce qu'il y a des éléments qui vous paraissent favoriser ce type d'émergence et l'émergence de ce type de solution? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez repéré? Alors, on a repéré plusieurs choses, c'est-à-dire que toutes ces initiatives, il y a un véritable foisonnement, comme vous l'avez dit, et il y a un écho entre ces différentes initiatives, qu'on aille en Islande, qu'on aille au Brésil, en Argentine, en France, en Espagne. C'est tous des acteurs, souvent jeunes, mais pas que, qui font le constat de ce système à bout de souffle et qui se disent, bon, on va pas en rester là, parce qu'on continue à s'intéresser à la politique, on continue à penser que la politique peut avoir un rôle dans la structuration de la cité et de l'intérêt général. Comment on fait pour agir? Donc la première chose, c'est de se dire, les facteurs clés, c'est de se dire déjà qu'il est encore possible d'agir aujourd'hui. Il y a évidemment un deuxième point qui est la question d'Internet, dont on va certainement reparler, qui repense les relations de pouvoir, évidemment, qui favorise la possibilité de toucher des personnes qu'on ne pouvait pas toucher avec le système traditionnel. Et puis, il y a un changement culturel aussi des citoyens qui se disent on ne peut pas rester passif face à la situation, comment on agit. Donc il y a vraiment se dire comment on passe d'un citoyen réduit à l'électeur à un citoyen acteur complètement investi dans la cité. Oui, ce qu'on a vu, c'est que finalement, cette crise démocratique, elle n'est pas spécifique à la France. Et en effet, toutes les démocraties modernes la traversent. Donc là, il y a vraiment un facteur qui est déclenchant parce que les initiatives dont on parle, c'est des initiatives relativement récentes qui ont, pour les plus vieilles, une dizaine d'années, on va dire. Et c'est vrai que le facteur qui est déclenchant, c'est qu'en fait, pour la première fois depuis très longtemps,
on repose la question de qu'est-ce que la démocratie ? Qu'est-ce que la démocratie pour le 21e siècle ? Puisque ça faisait grosso modo 200 ans qu'on avait associé la démocratie à la possibilité d'élire des représentants, mais d'être finalement inaudible et invisible dans l'intervalle entre deux élections. Donc c'est déjà cette prise de conscience-là, le fait de reposer cette question au centre du débat, qui déverrouille un certain nombre de réflexions et d'actions. D'accord. Je reviendrai tout à l'heure dans la conclusion de notre échange sur les aspects justement plus politiques et sur en quoi ces promesses peuvent, notamment dans notre pays, amener réellement à des solutions, et on est dans un contexte qui pourrait, d'un certain point de vue, ou le favoriser d'ailleurs, ou le défavoriser. Vous donnerez votre point de vue. Je voudrais faire juste 2 focus. Le premier sur les territoires. On voit parfaitement dans votre ouvrage, ce sont des terrains d'expérimentation très très importants. On a l'exemple de petits territoires comme Saillant dans la Drôme, 1200 habitants. On a l'exemple de Grenoble, donc une métropole, etc. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, être engagé pour systématiser cette fonction des territoires ? Est-ce que vous avez, vous, déjà réfléchi à quelque chose qui pourrait leur permettre d'être vraiment de façon peut-être plus institutionnelle et mieux organisée des laboratoires pour la démocratie ? Alors, vous venez de dire institutionnel. Nous, on pense que la démocratie participative telle qu'on la connaît, telle qu'on la popularise, est justement par trop institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle était institutionnalisée et il faut faire de la démocratie comme on fait d'autres politiques publiques. Ce qui ne marche pas parce que les citoyens ne se sentent pas véritablement investis. Ils ne se sentent pas également investis pour une raison, et c'est là où il faut justement changer de braquet, c'est que souvent on leur demande leur avis, mais après, comme le disait Elisa, la démocratie représentative traditionnelle continue son chemin et les citoyens ont pris du temps, ont apporté leur intelligence pour essayer de s'exprimer, mais souvent, au final, leur voix ne compte pas vraiment, ou en tout cas, ils ne voient pas véritablement l'impact de leur implication. Donc, pour systématiser, pour généraliser, déjà, il faut un changement culturel, à la fois des citoyens, comme on l'a vu, mais aussi des élus qui se disent, nous, si on fait appel aux citoyens sur les territoires, eh bien, il faut non seulement qu'on leur donne les moyens d'agir, et ensuite qu'on prenne réellement leur avis et leurs décisions en considération. Vous avez cité Grenoble, c'est ce que fait Grenoble. On peut citer même des plus grandes villes comme Paris, qui sont symboliques d'une volonté de transformer la façon de faire la politique sur les territoires. Et c'est à la fois la dimension d'ambition qui est essentielle pour se dire oui, véritablement, on veut remettre le citoyen au centre et on y croit. Et deuxièmement, la question de faire confiance et prendre réellement en compte la voix du citoyen. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer sur ce sujet. Oui, nous on est assez convaincus qu'il faut sortir un peu du prêt-à-penser institutionnel sur la démocratie participative, et qu'il faut justement vraiment utiliser ces communes, ces territoires comme des laboratoires d'expérimentation. Quand on dit expérimentation, ça veut dire qu'il n'y a pas de formule magique. Après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositifs institutionnels qui, s'ils ne permettent pas de décréter la participation, permettent aussi de la faciliter, de l'encadrer, de lui donner aussi une existence politique, de lui donner une visibilité. Dans les dispositifs qu'on a connus, le budget participatif, par exemple, est évidemment une voie qui nous semble extrêmement intéressante, puisque par rapport à cette réflexion qui est de dire le citoyen n'est pas simplement un électeur, mais c'est aussi un acteur de son territoire, le budget participatif qui permet donc aux citoyens de proposer des projets pour leur territoire, puis de voter sur les projets qui sont les plus importants pour eux. Ça permet aussi d'associer au projet du territoire des gens qui ne s'exprimeraient pas par le vote, les étrangers, les mineurs, et ça permet aussi de refaire sens et refaire cité autour de projets très concrets. Et en complément, un autre axe central pour renforcer cette démocratie sur les territoires, c'est aussi permettre aux citoyens d'exprimer, de mettre à l'agenda un certain nombre de projets, d'idées sur comment ils veulent que leur territoire soit gouverné. C'est par exemple les dispositifs d'initiative citoyenne, comme on le voit à Grenoble par exemple, qui permettent aux citoyens, s'il y en a un certain nombre, en fonction des territoires, de mettre à l'agenda de nouveaux sujets qui peuvent et qui doivent être pris en compte par les élus. Je voulais en faire le second focus justement de notre échange, puisque c'est un des aspects qui est le plus souvent relayé, discuté, débattu, médiatisé, etc. Évidemment, c'est ce que vous avez appelé le contre-lobby citoyen. Donc toutes ces initiatives de pétitions, d'assemblées citoyennes, etc., qui permettent effectivement à la parole citoyenne de s'exprimer plus régulièrement, plus directement, dans les différents processus de décision.
Là, on va revenir justement sur ce que vous avez pu examiner et votre travail de défricheur, enfin de repérage des défricheurs. Quelles sont, selon vous, les initiatives les plus prometteuses dans cet enjeu qui est central de la participation citoyenne? Qu'est-ce que vous avez repéré qui vous paraît véritablement le plus susceptible de faire école et de s'implanter en France, une dimension européenne aussi, qu'il ne faut pas négliger? Déjà, ce qui nous semble vraiment important dans cette transition qui s'annonce, c'est que finalement la question des contre-pouvoirs, c'était un peu la grande question oubliée de la démocratie. On a en France une vision très institutionnelle de la démocratie. Alors la question des contre-pouvoirs, elle est essentielle en démocratie. Pierre Rosanvallon l'a très bien théorisé par exemple. Et ce qui est en train de changer, et c'est sans doute un des champs où il va y avoir une accélération démocratique la plus forte, puisque c'est là notamment où l'impact des nouvelles technologies est le plus fort, c'est la capacité des citoyens à s'organiser, à se mobiliser au sein de l'espace public, et des plateformes par exemple de pétition comme Full Mobs, Change.org permettent de fonctionner comme une chambre d'écho aux débats qui sont latents dans la société et jusqu'à présent dont on était incapable de prendre la mesure ou d'avoir des échos. Donc ça, c'est quelque chose qui est transformateur dans notre façon d'investir les débats en dehors des espaces traditionnels de démocratie représentative et de trouver une façon de contribuer au débat au-delà de l'attente du moment des élections. Donc la question pour nous numérique est vraiment en train de transformer les choses. Et puis il y a aussi des initiatives qui nous viennent par exemple des États-Unis comme le community organizing, qui est cette forme d'organisation, notamment des quartiers populaires, en mobilisant les habitants à partir de leurs problématiques pour leur permettre de définir leur propre agenda politique, puisque c'est un peu un des drames finalement de notre monde politique aujourd'hui. On ne nous demande plus jamais de définir nos propres orientations politiques, nos propres sujets politiques. Et donc ça, c'est aussi comment est-ce que sur le terrain, on repolitise, on se réengage autour de problématiques concrètes que peuvent être le logement, l'emploi, les politiques sociales, et finalement sur lesquelles on a aujourd'hui plus tellement d'impact. Sur ce contre-lobby, on peut le voir aussi de manière positive, au sens où un des enjeux, c'est bien évidemment de pouvoir travailler aussi avec les élus. Et donc, ce qui nous semble aussi intéressant, c'est toutes les initiatives de co-construction des lois, de co-construction des normes, comme on peut le voir sur des plateformes comme Parlement et Citoyens, qui permettent à des députés, des sénateurs ou des ministres comme Axel Lemaire, eh bien, de se dire: je ne suis pas uniquement le porteur de l'intérêt général, je ne vais pas faire des lois tout seul dans mon coin, mais je vais les faire aussi avec le lobby citoyen, et pas qu'avec les lobbies traditionnels, les institutions traditionnelles, économiques souvent. Je vais ouvrir en fait la fabrication de la loi à l'ensemble de ce lobby citoyen pour pouvoir faire appel à l'expertise citoyenne dans la construction des lois. On a vu des exemples très concrets. Je parlais d'Axel Lemaire qui, pour sa loi République numérique en 2015, eh bien, pour la première fois, elle a ouvert sa loi. 20 000 personnes, 20 000 citoyens ont contribué. Une dizaine d'articles ont été réécrits et 5 articles ont été des copier-coller de cette participation citoyenne. Donc on peut véritablement aussi mettre au cœur ce contre-lobby citoyen de la fabrication des normes. Très bien, écoutez, vous avez anticipé la dernière question, effectivement, qui portait sur le débouché politique. Effectivement, d'ailleurs, c'est une conviction qu'on a aussi beaucoup à la Fondation Jean Jaurès, que la démocratie participative peut vraiment revivifier la démocratie représentative. Encore faut-il en trouver les modes et les moyens et s'y atteler. Peut-être justement sur l'outil numérique, parce qu'il s'agit bien d'un outil. Est-ce que vous en avez quand même cerné, par rapport à toutes les expériences que vous avez pu observer, à la fois les potentiels et les limites, puisque évidemment il n'y a pas que, il y a des questions d'égalité d'accès, il y a des questions d'identité numérique, si un certain nombre de votes doivent intervenir dans les prochaines années, appuyer sur ce type de dispositif, il faut évidemment que les votes soient sincères, transparents, etc. Est-ce que vous avez eu également la possibilité de faire un petit peu le tour de cette dimension numérique en quelque sorte du sujet? Déjà, il nous semble qu'il y a un premier écueil dans lequel il ne faut pas tomber, qui serait finalement un discours un petit peu aseptisé sur la participation, puisque le numérique nous permettrait de nous exprimer, créerait de nouvelles relations entre élus et citoyens. Il y a vraiment des stratégies derrière le développement de ces nouvelles plateformes numériques qui peuvent être très différentes, entre des outils numériques qui permettent d'augmenter la capacité, l'efficacité de l'action publique, par exemple en permettant à des citoyens de dénoncer
les trous dans la chaussée, des tags dans leur ville, etc. Et puis, il y a des plateformes qui permettent de co-construire un certain nombre de décisions publiques. Donc, on a parlé de Parlement et citoyens. Et puis, il y a aussi des outils numériques qui peuvent être utilisés dans une logique beaucoup plus subversive ou de contre-pouvoir, comme peuvent être les pétitions ou comme peut-être le travail le travail remarquable que fait l'association Regard Citoyen, par exemple. Et puis, il y a un autre écueil qui est en effet de se dire, si on a des plateformes numériques, tout le monde va pouvoir participer, c'est génial, ça va sauver la démocratie. Il faut bien avoir en tête que tout dispositif participatif a ses angles morts. Les réunions publiques à midi vont permettre peut-être de mobiliser les retraités, les personnes qui ont du temps libre. Évidemment, les actifs ne vont pas pouvoir y participer. Les plateformes numériques vont permettre peut-être de toucher un autre public, les actifs qui pourraient pas se mobiliser de manière physique, mais vont aussi perdre un autre public. Donc, l'idée, c'est pas de se dire qu'il y aurait un espèce de solutionnisme technologique qui nous permettrait de moderniser la démocratie à tout prix. C'est vraiment, et nous, c'est un débat qu'on veut ouvrir sur ces questions-là, c'est une combinaison de différents outils, c'est sortir de cette pensée unique, finalement, de la démocratie qui associait la démocratie à la simple élection de représentants. Aujourd'hui, on n'est pas en train de dire que la capacité d'écrire des lois sur des plateformes numériques va remplacer la représentation. Mais c'est justement le champ de réflexion et d'action qu'on doit ouvrir, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on pense la démocratie de manière beaucoup plus riche, beaucoup plus inclusive, beaucoup plus complète et beaucoup plus ambitieuse. Et ça demande évidemment de combiner différentes expériences. Et peut-être quelque chose qui nous semble essentiel, c'est de se dire quel est véritablement l'avenir de notre démocratie représentative. On en parlait au début. Il y a un vrai risque qu'il y ait un effondrement de cette démocratie telle qu'on la connaît depuis 200 ans, parce que plus personne n'y croit réellement. On l'a vu avec le peu d'implication des citoyens égal votants qui finalement sont dans une dimension soit de repli, soit protestataire. Et donc, la question, et la grande question, c'est où est aujourd'hui le pouvoir ? Le pouvoir, si on pense encore à la capacité de la politique de faire société, eh bien, il faut véritablement redonner du pouvoir à notre démocratie. Sinon, c'est les puissances de l'argent, ce sont les lobbies qui vont encore plus prendre le pouvoir. Et donc, c'est ça vraiment l'essentiel message politique de ce livre et de notre démarche, c'est de se dire, on ne peut plus continuer comme avant, il y a des solutions pour avancer, mais il est urgent, y compris pour les responsables politiques, de s'y intéresser. C'est de notre point de vue encore trop peu le cas, mais les choses commencent à bouger et on espère que ça va bouger beaucoup plus vite dans les années qui viennent. C'est donc un coup d'État non pas pour renverser, mais pour renforcer la démocratie. Elisa Lewis et Romain Slitine, merci. Merci. Merci.